Crimes passionnels, disparitions inquiétantes ou machinations diaboliques, percer les secrets des faits divers les plus marquants et plonger au cœur des affaires les plus étonnantes de l'histoire judiciaire. La découverte de la vérité ne tient parfois qu'à un fil. Bienvenue dans Chronique criminelle. Dans cet épisode, l'affaire Anaïs Guillaume. Blagny, dans les Ardennes. Le 16 avril 2013, vers 20h, la jeune Anaïs prévient ses parents qu'elle sort pour la soirée. Ils ne la reverront jamais. 4 jours plus tard, sa voiture calcinée est retrouvée à quelques kilomètres de là. Mais pas de traces de la jeune fille. Que s'est-il passé ? Pour le savoir, les enquêteurs se plongent dans la vie intime de la jeune Anaïs. Et ils apprennent qu'elle était la maîtresse de son patron, un certain Philippe Gillet. L'agriculteur nie avoir quelque chose à voir avec cette disparition. Mais les gendarmes découvrent que son épouse est décédée il y a peu dans des circonstances étranges. Ce suspect au passé inquiétant a-t-il dit toute la vérité ? La réponse dans ce podcast inédit de Chronique criminelle. Automne 2011, dans le nord-est de la France. Le village de Blagny ne compte qu'un millier d'habitants. Une petite localité des Ardennes, située au cœur d'une région très agricole. On est dans un village où j'ai envie de dire que les jeunes vont peut-être avoir un peu tendance à s'ennuyer. Philippe Dufresne, journaliste à l'Union Lardonnais. Parce qu'il n'y a pas de vie culturelle qui soit marquée par un cinéma, une MJC ou quelque chose comme ça. À part l'agriculture, il subsiste plus grand-chose dans cet endroit des Ardennes. Nicolas Deliez, journaliste, police-justice. Il y a quasiment plus d'activité, les gens sont obligés de parcourir des dizaines et des dizaines de kilomètres pour aller travailler. C'est ici, à Blagny, que la famille Guillaume habite depuis toujours. Un couple d'ouvriers, Fabrice et Valérie, qui a plusieurs enfants, dont une fille aînée, âgée de 20 ans. Elle s'appelle Anaïs, une jeune femme dynamique et très épanouie, qui fait le bonheur de ses parents. Anaïs, c'est la joie de vivre, c'est quelqu'un qui aime les enfants. Valérie Guillaume, maman d'Anaïs. Qui aime les animaux, qui aime faire la fête, qui est sincère en amitié et qui a beaucoup d'amour. Une fille calme, osée, courageuse, et puis elle faisait un peu toujours ce qu'elle voulait. Fabrice Guillaume, papa d'Anaïs. S'il avait décidé d'aller quelque part, elle y allait, elle nous demandait l'autorisation, même si on lui donnait pas, elle y allait quand même. Quoi. Elle a toujours été un peu comme ça. Un caractère très attachant, comme s'en souviennent aussi les copines d'Anaïs, en particulier Émilie, sa meilleure amie, qu'elle a connue au lycée agricole 3 ans plus tôt. On rigole, on suit les cours, mais le minimum. Émilie Turat, meilleure amie d'Anaïs. Comme souvent nos profs nous ont dit, c'est un peu le club med, quoi. Et c'est vrai que, mais on a quand même eu nos examens. Anaïs Guillaume, elle a énormément d'amis, elle a une vie sociale très riche, elle est fêtarde, elle aime bien s'entourer, elle fréquente beaucoup les réseaux sociaux avec ses copines. Une jeune fille semblable à beaucoup d'autres et qui nourrit une véritable ambition professionnelle. Anaïs, c'est une jeune femme qui a la passion du cheval. Arnaud Miel, avocat de la famille Guillaume. Et qui voudrait un jour avoir une ferme pour pouvoir posséder de nombreux chevaux et une très belle pâture. C'était son rêve et toute maman essaye de réaliser les rêves de ses enfants. Après, avec mon mari, on laissait libre choix de faire ce qu'elle voulait faire. Octobre 2011. Anaïs vient de décrocher son baccalauréat agricole. Elle doit maintenant effectuer plusieurs mois d'apprentissage. C'est là que son destin bascule. Elle est embauchée dans une des fermes les plus prospères de la région. Donc Anaïs, elle va décrocher un stage presque inespéré dans une des plus grandes exploitations des environs, à quelques kilomètres de chez elle seulement, dans un petit bourg qui s'appelle Fromy. Une exploitation de 160 hectares. Pour la région, c'est une belle ferme.
espace, il y a des installations modernes, il y a quand même un robot de traite. Anaïs, quand elle arrive dans la ferme, pour elle, c'est un émerveillement. Et surtout, elle fait la connaissance du maître des lieux, Philippe Gillet, un agriculteur de 40 ans qui s'est spécialisé dans l'élevage. Il lui apprend le fonctionnement d'une grande exploitation agricole. Elle est vraiment fière de ce qu'elle fait, elle est très investie dans la ferme. Il y a tout pour elle là-bas, elle s'occupe des animaux, des champs. Et un mercredi après-midi, elle nous a emmenés passer quelques heures avec elle dans le tracteur et nous montrer ce qu'elle savait faire. On ne se rendait pas compte de ce que son travail représentait. Et là, on a été très fiers de notre fille. Anaïs Guillaume, 21 ans, s'épanouit dans son travail. C'est à ce moment que tout s'accélère. Philippe Gillet, qui a perdu récemment sa femme dans un accident, n'est pas insensible au charme de sa jeune stagiaire. Et elle a craqué, cet agriculteur grand, fort, avec une personnalité très affirmée, qui est presque un notable dans la région. Il a séduit Anaïs. Ils entament une discrète relation, mais sans habiter ensemble. La jeune Anaïs semble comblée par cette nouvelle vie. Jusqu'au mardi 16 avril 2013. Anaïs vient de passer la journée à travailler dans les champs. Il est 17h lorsqu'elle regagne en voiture le domicile familial. On est en fin de journée, Anaïs vient de rentrer de la ferme comme tous les jours, et elle ressort en disant à son frère que voilà, elle doit aller chez des amis. Et elle se change et elle dit à son frère qu'elle revient dans pas longtemps. Elle n'a même pas pris de papier, pas de sac à main, rien du tout. Elle part avec juste sa voiture et des cigarettes. En partant, la jeune fille dit simplement de ne pas l'attendre, qu'elle a prévu de rentrer tard. Et elle s'en va au volant de sa voiture. Mais le lendemain matin, ses parents constatent qu'elle n'est pas là. Ils doivent se rendre à l'évidence. Leur fille n'est pas rentrée de la nuit. Bon, Anaïs est jeune, elle peut faire une imprudence ou pas penser à prévenir ses parents parce qu'elle fait la fête, mais en tout cas, ça lui ressemble pas du tout. Moi, d'habitude, elle m'envoie toujours des messages si elle rentrait pas, s'il fallait que je laisse la porte ouverte pour rentrer. Et là, j'avais pas eu de message, donc on a commencé à s'inquiéter. Pour tous ses proches, cette absence est inhabituelle. Premier réflexe, je prends le téléphone, j'appelle sur son portable, quoi, et je lui laisse un message, même marrant, où je dis écoute Anaïs, c'est bon, arrête, c'est bon, on a bien flippé, maintenant refais surface. Comme ça sonnait encore sur son téléphone portable. Au bout du fil, aucune réponse. Son portable bascule sur messagerie. La famille et les amis d'Anaïs Guillaume commencent à se poser des questions. Parce qu'avec son caractère bien trempé, elle peut avoir décidé de prendre l'air un peu quelques jours. Est-ce que c'est une fugue ou est-ce que c'est quelque chose de plus grave ? Je vais voir si elle a été chercher son cheval, je vais voir si elle n'a pas eu une chute à cheval. La thèse de l'accident, je pensais qu'elle aurait peut-être été nourrir ses chevaux et que ça s'était mal passé. Et quand on est arrivé et qu'on a vu les chevaux, on s'est dit non, c'est pas possible, elle n'est pas partie à cheval. La journée passe ainsi, sans aucune nouvelle d'Anaïs. 24 heures après sa disparition, ses parents, rongés par l'angoisse, se rendent à la gendarmerie locale pour qu'on lance des recherches. Mais les gendarmes temporisent. Ils disent aux parents que leur fille est majeure et elle a très bien pu s'absenter volontairement. Il fallait attendre 72 heures, je crois, pour lancer vraiment des recherches, quoi. 72 heures, ça fait long, quoi. Les parents insistent quand même, il y a des choses qui sont pas normales. Philippe Dufresne, journaliste à l'Union Lardonnais. Il n'y a pas de vêtements d'emmener, il n'y a pas moyen de la joindre sur son portable, on ne retrouve pas la voiture non plus, donc c'est assez important. C'est un énorme point d'interrogation. Rien à faire, les gendarmes considèrent qu'il est encore
trop tôt pour qualifier cette disparition d'inquiétante. Alors les parents, de plus en plus angoissés, décident de mener leur propre enquête avec les moyens du bord. Après, on cherche beaucoup. Valérie Guillaume, maman d'Anaïs. Mon mari cherche, moi je cherche de mon côté. Mais moi, je commence à chercher dans les alentours, si je vois pas la voiture déjà. Fabrice Guillaume, papa d'Anaïs. On va voir un peu les connaissances qu'elle a à droite à gauche pour voir si quelqu'un l'a vue. Ses parents cherchent à savoir alors où leur fille a bien pu passer la soirée avant de disparaître. Et rapidement, ils apprennent qu'elle s'est rendue chez des amis dans le village à Blenny. Ses amis lui proposent de dîner chez eux. Nicolas Deliez, journaliste, police-justice. Ils vont passer une soirée tout à fait normale. Ils vont dîner, ils vont boire un petit coup. Pour eux, ils racontent que tout s'est passé tout à fait normalement. En interrogeant ses amis, les parents d'Anaïs découvrent aussi que leur fille n'était pas seule ce soir-là. Elle était en compagnie de Philippe Gillet et ils ont quitté la soirée ensemble. Fabrice, le père de la jeune fille, décide aussitôt d'aller voir l'agriculteur. En lui demandant s'il a vu Anaïs, il a dit oui, que Anaïs avait dormi chez lui, qu'à 4h30 du matin, il se lève et elle n'est plus là. Qu'est-ce qui a pu provoquer ce départ précipité comme ça? Et pourquoi surtout ne pas prévenir les parents alors qu'Anaïs est en très bon terme avec eux et qu'elle les prévient systématiquement? Et même si elle voulait partir d'un coup de tête, on part pas sans carte bancaire, sans papier d'identité. Bon, c'est impossible. Difficile pour le père d'Anaïs de croire à un départ si précipité. Mais Philippe Gillet lui donne une information qui pourrait tout changer. Philippe Gillet, quand il y a la disparition d'Anaïs, il est catégorique. Pour lui, Anaïs a disparu, mais c'est volontaire. Pour lui, sa disparition n'est pas du tout inquiétante. Anaïs lui avait fait la confidence qu'en fait, elle en avait marre de sa vie actuelle et qu'elle se voyait bien tout quitter du jour au lendemain, sans rien dire à personne, pour mener la vraie vie qu'elle voulait. D'après Philippe Gillet, Anaïs aurait donc décidé de changer de vie du jour au lendemain. Mais au lieu de rassurer le père d'Anaïs, cette nouvelle l'inquiète encore plus. Fabrice Guillaume est déterminé à la retrouver. Quelques jours après la disparition de sa fille, Fabrice Guillaume est comme un lion en cage. Il faut qu'il trouve. Elle a dû avoir un accident, peut-être qu'elle est prisonnière dans sa voiture, dans un talus. On a cherché après la voiture, on a fait toutes les... On a les hôpitaux, les gendarmeries, même aux alentours. Toujours aucune trace d'Anaïs. Après 4 jours sans nouvelles, pas question pour son père de baisser les bras. Il parcourt les Ardennes à la recherche du véhicule de ses filles ou du moindre indice. Il franchit même la frontière belge à quelques kilomètres de là. Donc il se rend à la police de Florentville qui lui dit « Bah non, on n'a pas de profil d'une jeune fille comme vous nous décrivez. Par contre, on a une voiture qui a brûlé dans les bois de Chameleux. » Carbonisée, quoi. Je lui dis « il y a possibilité d'aller la voir, quoi. » Une voiture abandonnée et carbonisée, Fabrice Guillaume veut tout vérifier. Anaïs aurait-elle pu être victime d'un accident de la circulation? Il fonce vers ce fameux bois, un endroit très isolé des Ardennes belges. Faut imaginer ça, c'est vraiment paumé, hein. C'est vraiment le coin vraiment paumé. Et la route serpente et il arrive sur cette carcasse de voiture. Donc il se gare, il approche avec une certaine appréhension. Au détour d'un chemin, Fabrice découvre la voiture en question. Et surprise, c'est le même modèle que celle de ses filles. Fabrice Guillaume va s'apercevoir que la voiture dispose d'un toit ouvrant, comme celle de sa fille. Il va s'apercevoir aussi qu'il y a des étuis à cigarettes qui sont exactement les mêmes que ceux qu'achète Anaïs. Pour son père, aucun doute possible. C'est bien la voiture de sa fille. Et il n'est pas au bout de ses surprises. Elle est entièrement calcinée et n'a plus ses plaques minéralogiques. Pourquoi on lui a retiré ses plaques d'immatriculation? Ça veut dire que
On veut pas qu'on la retrouve. Là, on s'est dit, le pire est arrivé, quoi. On a commencé vraiment à avoir peur, là. Et j'ai appelé mon épouse pour lui dire, et là, c'était la cata, quoi. Fabrice explique à sa femme qu'il a cherché partout autour de la voiture. N'ayant trouvé aucune trace de sa fille, il se demande si c'était bien elle qui la conduisait, car un détail l'intrigue. Le siège conducteur est reculé au maximum. Quand on sait que Anaïs Guillaume faisait un petit mètre 60, on se demande pourquoi aussi. Comment cette voiture est arrivée là? Même si on partait sur l'idée d'une fugue, il a fallu amener la voiture là, y mettre le feu, et après on repart comment? Il y a quelqu'un d'autre. La police belge et la gendarmerie française sont aussitôt alertés. Le fichier des cartes grises confirme que cette voiture appartient bien à Anaïs Guillaume. Une semaine après sa disparition, l'affaire est enfin prise au sérieux par les autorités. Vous l'avez entendu dans les titres, les parents d'Anaïs sont sous le choc, extrêmement inquiets après la disparition dans les Ardennes de leur fille âgée de seulement 21 ans. Une inquiétude décuplée depuis que la voiture de la jeune fille a été retrouvée totalement calcinée dans un chemin forestier à l'abri de regard, près du lieu-dit des Chameleux en Belgique. Anaïs, si tu m'entends, reviens à la maison, on t'aime. Tes frères, ils t'attendent, et nous aussi, on t'aime très fort, Anaïs. La famille d'Anaïs espère toujours la retrouver. Les forces de l'ordre organisent des battues, à la fois en Belgique et dans le nord des Ardennes. Mais elles ne débouchent sur rien. Voilà 2 semaines maintenant qu'Anaïs n'a plus donné signe de vie. Les gendarmes convoquent alors plusieurs témoins, dont Philippe Gillet, l'amant d'Anaïs. Et l'agriculteur répond le plus sereinement du monde. On parle quand même de la disparition de sa maîtresse. Et Gillet, ça n'a pas l'air de le soucier plus que ça. Il fait l'effet d'un homme assez bourru. Mathieu Livoreille, journaliste à l'Union. Qui prend de la place, qui n'est pas très expressif sur ses sentiments, mais bon, ça évidemment, c'est pas illégal. Philippe Gillet confirme qu'Anaïs l'a bien quitté en pleine nuit. Une escapade volontaire qu'il explique par un nouvel élément. Il a reçu au petit matin des SMS de sa part pour lui dire qu'elle allait bien, mais sans préciser où elle était. Les enquêteurs commencent à échafauder des hypothèses. Il y avait aussi l'éventualité qu'Anaïs Guillaume soit bien partie vivante de son plein gré de chez Philippe Gillet cette nuit-là, et aurait fait une mauvaise rencontre d'un inconnu, d'un routier, d'un automobiliste. Une version qui reste maintenant à étayer. Mais en questionnant ses proches, les gendarmes ouvrent une nouvelle piste, plus précise. Ils découvrent qu'Anaïs fumait occasionnellement du cannabis. On peut y mettre plein d'hypothèses. Hypothèse qu'elle s'est embringuée d'une affaire de trafic de stupéfiants. Ghislain Fay, avocat de Philippe Gillet. Avec des dettes importantes et qu'elle a été victime de ces trafiquants. Les gendarmes essayent de creuser cette piste-là. Ils vont faire des vérifications dans toute la région, mais aucune affaire de stupéfiants leur permet de remonter jusqu'à Anaïs. La disparition d'Anaïs, clairement, n'est pas liée à la drogue. Retour donc au point de départ. Sans indice supplémentaire, les enquêteurs décident d'exploiter la piste de la voiture d'Anaïs. Elle a été retrouvée en Belgique. Or, ils ont traité par le passé des affaires de prostitution qui les ont souvent menées de l'autre côté de la frontière. Cette piste-là peut être intéressante parce que Anaïs Guillaume disparaît. Philippe Dufresne, journaliste à l'Union l'Ardennais. Sa carte vitale ne bouge plus, son compte en banque ne bouge plus.
pourquoi pas se retrouver embarqué dans une histoire de réseau et après partir dans d'autres pays en Europe. Mais il n'y a pas de piste concrète. À mesure que les mois passent, l'enquête finit par s'enliser. Mais la famille d'Anaïs, elle, est toujours déterminée à retrouver sa trace. Au bout d'un certain temps, ils vont même faire des choses qui, au départ, leur paraissaient complètement folles. Ils vont aller voir des voyants. Nicolas Deliez, journaliste, police-justice. Il faut se mettre à leur place, les parents d'Anaïs Guillaume, ils vivent plus depuis la disparition de leur fille. Tous les jours, toutes les heures, ils y pensent, ils comprennent pas ce qui a pu se passer. Plus d'une année s'écoule ainsi sans la moindre nouvelle d'Anaïs. Ses parents craignent que leur fille tombe dans l'oubli. Alors, ils mobilisent tous ceux, famille et amis, qui côtoyaient la jeune femme. Il a fallu qu'on fasse des manifestations à Charleville-Mézières devant la préfecture de Charleville-Mézières. Valérie Guillaume, maman d'Anaïs. Pour rencontrer le procureur qui n'a jamais voulu nous rencontrer. On n'a pas accès au dossier d'Anaïs. On se demande pourquoi. Charleville-Mézières, 16 avril 2015, 2 ans jour pour jour après la disparition d'Anaïs. En désespoir de cause, sa maman en appelle directement à l'opinion publique. Aujourd'hui, le but, c'est de faire une marche blanche pour notre fille, dire qu'on ne l'oublie pas et qu'on ne l'oubliera jamais. Et que même au bout de 10 ans, on continuera à se battre et on se battra jusqu'au bout. Pour les parents de la jeune femme, pour ses amis, le combat doit continuer coûte que coûte. Pour eux, le souvenir d'Anaïs Guillaume est resté intact, malgré ces interminables mois de silence. Une fois que les personnes ont disparu, ils ont disparu. Émilie Turat, meilleure amie d'Anaïs. Alors on en parle dans la presse, les journalistes ont fait des reportages, tout ça, voilà. Mais en attendant, nous, elle n'est pas là, quoi. Comment on peut faire disparaître quelqu'un? Elle doit revenir avec nous. Et tant qu'elle ne sera pas revenue avec nous, on ne pourra jamais vivre en paix. Les proches d'Anaïs refusent de se résigner. Pourtant, il leur faudra plusieurs mois encore avant d'entrevoir un début d'explication. Septembre 2015, déjà 2 ans et demi d'incertitude. L'enquête sur Anaïs Guillaume n'a pas avancé d'un pas. Alors que les enquêteurs n'ont aucune nouvelle piste à explorer, c'est un journaliste, Philippe Dufresne, qui va relancer toute cette affaire. Le hasard fait que je m'arrête dans un café, je commande un expresso, et en buvant mon café, qu'est-ce que je vois? Une affichette sur un des piliers, et je vois donc un avis de recherche pour Anaïs Guillaume. Et je me dis, tiens, c'est toujours d'actualité, on en parle toujours. Bon, voilà, donc comme tout journaliste, je me pose une question, je vais aller voir ce qui se passe. Il n'y a pas d'enquête. Clairement, c'est Anaïs Guillaume a disparu, la gendarmerie en a pris note, ça doit être une fugue, et ça va bien comme ça. Tout le monde s'en fout. Le journaliste est persuadé que l'enquête a été bâclée. L'affaire le passionne. Il reprend le dossier à zéro. Sa priorité, aller rencontrer les parents d'Anaïs Guillaume. Tout de suite, je découvre des gens qui sont vraiment en chute libre, dans une situation qui est catastrophique pour eux. Valérie et Fabrice Guillaume me donnent l'impression d'être des personnes qui sont totalement isolées dans ce dossier. Pour une fois, on a quelqu'un qui nous soutient. Pour une fois, il y a quelqu'un qui croit en nous et on se dit peut-être qu'on va aboutir à quelque chose. Et là, il ne veut pas que Anaïs tombe dans l'oubli et il me dit on va refaire des articles et des articles.
Et en questionnant ses parents, le journaliste découvre une information qui n'avait pas été rendue publique. En juillet 2012, 8 mois avant sa disparition, Anaïs avait déposé plainte pour violence contre Philippe Gillet. Ils se sont disputés pour une histoire de jalousie. Et là, il y a une scène qui éclate et M. Gillet porte des coups sur notre fille Anaïs. Parce qu'elle avait un œil amoché, une grosse bosse sur le front. Fabrice Guillaume, papa d'Anaïs. Je suis monté à la ferme le voir, lui demander des explications pour lui demander ce qui s'était passé et puis pourquoi elle avait tapé Anaïs, quoi. Et lui, il nous a dit qu'il avait juste poussé et qu'elle était tombée. Anaïs Guillaume dépose plainte pour des faits de violence, il y a un certificat médical, plainte qui curieusement va être classée sans suite. Le journaliste comprend que la liaison entre Philippe et Anaïs semblait plutôt agitée. Et surtout, ces accusations de violence font de lui un suspect potentiel. Le reporter veut en savoir davantage sur la personnalité de l'agriculteur. Quand je commence à m'intéresser au dossier, des gens me disent « Oui, mais attention, la famille Gillet, faut pas rigoler avec. Ce sont des gens qui ont du pouvoir. Ce sont des gens qui, à l'occasion, n'hésiteront pas à rappeler qu'ils ont du pouvoir. » D'un côté, ce sont des gros agriculteurs, peut-être les plus importants de la région, mais ce sont aussi des durs. Et qui font un peu peur à tout le monde, faut bien le dire. Dans ces campagnes, les langues ont du mal à se délier, même si certains, sous couvert d'anonymat, dressent un portrait peu flatteur de Philippe Gillet et de ses frères. On laisse entendre qu'il serait mêlé à des affaires pas claires, et à des arnaques, à des choses comme ça. Philippe Dufresne, journaliste à l'Union Lardonnais. Peut-être bien pour escroquer l'assurance, enfin des choses comme ça. Il y en a un qui a trempé dans le scandale de la viande chevaline. Il y en a un qui a été condamné pour violence sur sa femme. Philippe Gillet lui-même a été inquiété pour des bagarres où il aurait donné des coups un peu à plusieurs personnes. Mais pour Victoria, la fille de Philippe Gillet, cette réputation est injustifiée. Elle reposerait, selon elle, sur la jalousie suscitée par la réussite de sa famille. Quand on va quelque part, qu'on dit qu'on s'appelle Gillet, on sait tout de suite qu'on va avoir des préjugés, que les gens vont s'attendre à une certaine image de nous. Victoria Gillet, fille de Philippe Gillet. Malgré que je m'appelle Gillet, je suis toujours aussi fière de m'appeler Gillet et ça changera pas. Peut-être qu'il faudrait avoir honte, je sais pas, mais enfin, pour moi, c'est pas le cas. Début de l'automne 2015, l'enquête n'avance plus. Pour tenter de la relancer, Philippe Dufresne multiplie ses articles sur la disparition d'Anaïs Guillaume. De leur côté, les parents de la jeune femme prennent un nouvel avocat. Ils se replongent dans le dossier et ses conclusions sont sévères. D'ailleurs, l'avocat en question va remettre un pavé de 9 pages de pistes ou d'éléments qui n'ont pas été explorés. Mais avant, on était dans le néant. Valérie Guillaume, maman d'Anaïs. Dans le néant, puisque tout ce qu'on demandait, on n'avait pas accès. De pouvoir avoir accès au dossier d'Anaïs, c'est un soulagement phénoménal. Et sous la pression conjuguée des médias et de sa famille, le dossier Anaïs est transféré du tribunal de Charleville-Mézières vers un service beaucoup plus spécialisé, le pôle criminel du tribunal de Reims. Un transfert qui change tout. Près de 3 ans après la disparition d'Anaïs, les gendarmes de la section de recherche de Reims reprennent donc les pistes laissées en suspens. Ils réinterrogent tous les proches d'Anaïs. Et il est un nom qui revient systématiquement. La dernière personne à avoir vu vivant Anaïs, c'est Philippe Gillet. Nicolas Deliez, journaliste, police-justice. Et donc tout naturellement pour les gendarmes, il fait figure de suspect. Qu'est-ce qu'on peut envisager? Une relation qui était peut-être pas simple. Anaïs commence à être un peu nerveuse par cette relation. Elle sait
plus trop bien où elle va. Donc ça crée assez rapidement des tensions dans le couple. Une relation qui s'envenimait de jour en jour. Dès lors, un possible scénario se précise dans l'esprit de ces gendarmes, des spécialistes des enquêtes criminelles. Philippe Gillet, qui aurait passé la soirée avec Anaïs Guillaume, mais ça se serait mal terminé. Est-ce qu'une dispute n'a pas dégénéré et que tout ça soit fini en drame? C'est l'hypothèse la plus probable à ce stade de l'enquête. Une hypothèse, mais toujours aucun indice matériel, hormis la voiture calcinée d'Anaïs Guillaume. Mais les gendarmes n'ont pas d'autres pistes. Ils continuent d'enquêter sur Philippe Gillet. Et des éléments nouveaux commencent enfin à apparaître. Un certain nombre d'investigations qui n'avaient pas été faites jusqu'à maintenant vont reprendre. Arnaud Miel, avocat de la famille Guillaume. Notamment au niveau de la téléphonie, du bornage, où là on va se rendre compte que la version qu'il avait apportée, la première version apportée, ne correspondait pas, semble-t-il, à la réalité. Selon la version de Philippe Gillet, Anaïs l'aurait quitté précipitamment en plein milieu de la nuit. Un scénario démenti par la géolocalisation du portable de la jeune femme. Soi-disant qu'à partir de 4h du matin, Anaïs est partie et aurait envoyé des messages à Philippe Gillet. Le souci, c'est que les téléphones continuent à borner de la ferme en question. Ça, c'est les études des relevés des opérateurs téléphoniques qui leur donnent la certitude. Le téléphone d'Anaïs et le téléphone de Philippe Gillet sont restés ensemble à la ferme. Pour les gendarmes, c'est une avancée déterminante. Le portable d'Anaïs n'a jamais quitté la ferme de Fromy. Philippe Gillet aurait-il menti dans ses dépositions? Les enquêteurs sont désormais convaincus qu'il est impliqué dans la disparition d'Anaïs. Et pour essayer de le confondre, ils décident de frapper un grand coup. Alors, au matin du 14 janvier 2016, plus d'un an après la réouverture du dossier, les enquêteurs passent à l'action. Ils lancent une vaste perquisition dans son exploitation agricole. La justice va procéder à une première fouille. Il y a un gros déploiement de gendarmerie au petit matin. Et d'un seul coup, arrive Philippe Gillet au volant de son tracteur, un gros tracteur. Et il va se positionner au milieu de la ferme et il va les regarder sur son siège sans montrer la moindre émotion, sans montrer de signes d'inquiétude non plus. On a l'impression qu'il surveille ce qui se passe. Les enquêteurs ne se laissent pas impressionner. Pendant qu'ils commencent à passer la propriété au peigne fin, Philippe Gillet, lui, continue de les observer. Et il va rester 2 heures facilement à les toiser du regard comme ça. Je pense que c'est quelqu'un qui avait envie de montrer qu'il n'avait pas peur de quoi que ce soit. C'est pas pour lui, il a rien fait. Il sait très bien qu'il a rien fait. Donc forcément, pour lui, il n'y a pas d'autre solution, quoi. Soit elle est partie, soit il y a autre chose qu'on ne sait pas. Victoria Gillet, fille de Philippe Gillet. Parce que pour moi, quelqu'un qui ment se trahit forcément à un moment déjà. Et à côté de ça, j'ai toute confiance en lui. Et je suis convaincue qu'il a rien fait en fait. Et les premières heures de la perquisition semblent donner raison à l'agriculteur. Les gendarmes ne trouvent absolument rien de suspect. Quand subitement, en fouillant l'intérieur de sa ferme, ils font une première découverte. Le téléphone portable d'Anaïs avec sa carte SIM. Et on va s'apercevoir qu'il y a l'empreinte ADN de Philippe Gillet sur la carte SIM. Pour les enquêteurs, ça veut dire une chose, c'est que Philippe Gillet s'est probablement envoyé lui-même des textos en se faisant passer pour Anaïs. L'idée, ça serait que Philippe Gillet ait voulu s'envoyer un SMS avec le portable d'Anaïs Guillaume. Philippe Dufresne, journaliste à l'Union Lardonnais. Je te rassure, je suis bien rentré, enfin quelque chose dans ce genre-là.
Pour les gendarmes, cette découverte accable leurs suspects. Ils imaginent un premier scénario. En envoyant ces messages rassurants, Philippe Gillet aurait voulu brouiller les pistes, le temps de se débarrasser du corps. C'est alors qu'il tombe sur un nouvel indice. Les gendarmes vont retrouver une facture de 50 kilos de chaux qui ont été achetés 2 jours avant la disparition d'Anaïs. On sait que c'est un produit qui sert à accélérer la décomposition des tissus, mais aussi des os. À terme, on peut quasiment plus avoir de traces d'un corps. Qu'est-ce que pouvait faire Philippe Gillet avec de la chaux ? Chez lui, visiblement, il en a utilisé, mais il est incapable de justifier son utilisation. Le téléphone d'Anaïs et maintenant cette étrange facture de chaux. Des indices suffisants pour placer le jour même Philippe Gillet en garde à vue. Reste à savoir si la découverte de ces éléments suffira à déstabiliser le suspect. Les enquêteurs de Reims vont interroger avec force Philippe Gillet, voir s'il leur cache pas quelque chose. Ils veulent vraiment... C'est leur seule piste en fait, Philippe Gillet, dans cette affaire. Gillet reste catégorique. Anaïs Guillaume a passé la nuit du 16 au 17 avril avec Philippe Gillet. Ghislain Fay, avocat de Philippe Gillet. Et il s'est rendu compte dans la nuit qu'elle était partie. Selon Philippe Gillet, elle est partie ailleurs, reconstruire une nouvelle vie. C'est ce qu'il pense. Durant les 2 jours de sa garde à vue, Philippe Gillet campe sur ses positions. Il n'a rien à voir avec cette histoire. Et s'il était innocent ? Le 17 janvier 2016, la justice estime pourtant en avoir assez contre lui pour le mettre en examen. Il est placé en détention pour l'assassinat d'Anaïs Guillaume. Assassiné ou pas, impossible depuis presque 3 ans de retrouver trace d'Anaïs. 3 ans où sa famille n'a cessé d'imaginer le pire. Et même si elle avait refait une vie ailleurs, on la retrouverait. Valérie Guillaume, maman d'Anaïs. Le décès n'est pas le crime parfait. Un jour ou l'autre, on arrivera à découvrir la vérité. Et un jour ou l'autre, on saura la vérité. Ça pourra prendre le temps qu'il faudra, mais on saura la vérité. Pas le moindre aveu et toujours pas de corps. L'affaire Anaïs Guillaume fait à nouveau du surplace. Alors pour tenter de trouver de nouveaux indices, les gendarmes fouillent dans le passé de Philippe Gillet. C'est là qu'ils font un rapprochement très inattendu avec un drame survenu dans sa ferme. C'était 1 an avant la disparition d'Anaïs. Le 3 janvier 2012, Philippe Gillet alerte les pompiers. Il vient de se passer un accident dans la ferme. Une vache a chuté dans la salle de traite et elle a écrasé sa femme, Céline Gillet, qui ne répond plus, qui est inconsciente. Elle est entre la vie et la mort. Nicolas Deliez, journaliste, police-justice. Pendant 2 jours, elle va être dans un service de réanimation, mais les médecins ne vont pas pouvoir la réanimer. Elle décède à 34 ans, 2 jours après son accident. Il y a un accident qui est assimilable à un accident du travail, finalement. Il n'y a rien de spécial de relevé. Le permis d'inhumer va être donné très rapidement et Céline Gillet va être incinérée. Jusque-là, rien d'intrigant. Le décès est à l'époque officiellement reconnu comme accidentel. Mais maintenant que Philippe Gillet est soupçonné d'un meurtre, les gendarmes s'intéressent de plus en plus près à la mort de sa femme. En réalisant une enquête de voisinage, ils établissent que Philippe Gillet n'a pas attendu bien longtemps pour se montrer partout avec Anaïs, sa jeune maîtresse. Une semaine après que Céline est morte, il était au bal en Fleuranville avec. Sylvie Schmitt, ex-belle-sœur de Philippe Gillet. Tout le monde a parlé de ça.
Puis ils ne se cachaient pas. Hein. Ils étaient l'un avec l'autre tout le temps ensemble, alors qu'ils venaient d'incinérer sa femme. Ça va faire beaucoup de bruit dans le village. Parce que c'est trop tôt. Parce que pour certains, c'est indécent. Cette relation entre un homme, grand propriétaire terrien, gros éleveur, et sa jeune apprentie de 22 ans, c'est pas très bien vu par les gens des environs. Si les villageois jugent sévèrement cette liaison, pour les gendarmes, elle n'a rien de suspect. Sauf qu'en s'intéressant à la chronologie des événements, c'est de nouveau la surprise. Anaïs avait une relation avec Philippe Gillet avant le décès de Céline. Ils avaient été découverts par Céline Gillet. Ça avait amené d'énormes tensions dans le couple et les parents d'Anaïs me disent que pour eux, il y avait certainement du divorce dans l'air. Philippe Gillet trompait sa femme avec Anaïs. Les enquêteurs s'interrogent. N'aurait-il pas fait disparaître Céline, son épouse, pour vivre au grand jour son histoire avec Anaïs ? Une accusation inconcevable pour Victoria, la fille du couple. Franchement, mes parents s'entendaient très bien. Mon père a toujours donné à ma mère tout ce qu'elle avait besoin, tout ce qu'elle voulait. Forcément, comme dans tous les couples, ça n'a pas toujours été facile non plus. Mais à côté de ça, je pense qu'ils ont toujours su relever tous les défis, on va dire. Et non, ils ont fait tous les efforts pour que ça aille pour ma sœur et moi. Et oui, franchement, non, c'était mon parent. Mais les gendarmes ont suffisamment de doutes sur l'origine du décès de Céline Gillet pour réouvrir une enquête. S'agit-il d'un drame fortuit ou bien d'un crime maquillé en accident ? S'il s'agissait donc d'un accident de vache, eh bien les organes internes de cette femme auraient éclaté, ce qui n'est pas le cas. C'est impossible dans la configuration des lieux qu'une vache tombe et écrase quelqu'un. Dans le meilleur des cas, elle va s'asseoir un peu comme un chien, mais en aucun cas elle pourra basculer et écraser la personne. Le juge d'instruction d'ailleurs a ordonné un acte complémentaire. Arnaud Miel, avocat de la famille Guillaume. On appelle un transport sur lieu et un expert a légitimement établi qu'il ne s'agissait pas d'un accident. L'expert est formel. Ce décès ne saurait être consécutif à un accident. Le 16 juin 2016, 4 ans après les faits, Philippe Gillet est extrait de prison pour assister à la reconstitution de la mort de son épouse. Gillet qui est présent sur place et qui regarde encore toujours imperturbable, il se démonte pas. Il va dire vous êtes des gens de la ville, vous n'y connaissez rien. Si je vous dis que ça s'est passé comme ça s'est passé comme ça. Il est véhément, il est arrogant, il a le verbe haut, il a un regard, je dirais, noir et méchant à partir du moment où vous lui apportez la contradiction. Il ne supporte pas la contradiction. Même attitude lorsque le juge d'instruction l'interroge longuement sur les circonstances du décès de sa femme. Philippe Gillet continue de tout nier en bloc. Peut-être que c'est un accident qui se produit une fois sur 1 million, mais ça arrive quoi en fait. C'est un accident et rien d'autre. Victoria Gillet, fille de Philippe Gillet. Pour moi, on ne peut pas remettre en doute ça comme ça. Le parquet, à l'époque, a autorisé quelques jours après cet accident l'incinération de Céline Gillet. Ghislain Fay, avocat de Philippe Gillet. Ce qui laisse au demeurant à penser qu'il n'y avait aucun doute sur cette affaire. Il y a eu un article, un journal qui disait que maintenant il était suspecté d'avoir tué ma mère. Et voilà. Ça se rajoute à l'affaire d'Anaïs, donc j'ai l'impression que plus ça va, plus on en rajoute quoi. Le 13 juin 2017, le couperet tombe. Au regard des expertises, Philippe Gillet est de nouveau mis en examen, cette fois pour le meurtre de Céline, son épouse. Comme il n'y a rien dans l'affaire d'Anaïs Guillaume, on vient ouvrir une deuxième affaire qui sert de contre-feu
et de dire voilà, regardez, non seulement il est coupable de l'assassinat d'Anaïs Guillaume, mais en plus il est coupable d'avoir tué son épouse. Reste qu'en enquêtant sur le couple Gillet, le juge d'instruction s'est persuadé du contraire. Car pour lui, en éliminant sa femme, Philippe aurait pu aussi obéir à des motivations matérielles. Est-ce que sa femme n'avait pas décidé de le quitter? Nicolas Deliez, journaliste, police-justice. Ou est-ce qu'elle n'avait pas menacé de lui prendre une partie de son exploitation en divorçant? Et on divorce pas chez Gillet. À partir du moment où vous demandez le divorce, ils savent qu'il va falloir partager. Et eux, ils ne veulent pas, ils veulent tout. Je pense que Céline en a eu vraiment ras-le-bol, et puis qu'il y a eu des mots, sûrement des mots. Hein. Sylvie Schmitt, ex-belle-sœur de Philippe Gillet. Et qu'il a été violent, et qu'il a dû donner un coup qui n'était pas fait comme un autre, et que ça l'a tué. Et après, il a simulé le coup de la vache et tout ce qui va avec. Pour la famille d'Anaïs Guillaume, le scénario paraît désormais limpide. La jeune femme aurait subi exactement le même sort. C'est une drôle de coïncidence. Valérie Guillaume, maman d'Anaïs. Que Céline Gillet, elle décède et que Anaïs, elle disparaît peu de temps après. Avec Philippe Gillet, il y a toujours des disputes et ça va pas. Et elle se rend compte d'elle-même qu'elle doit arrêter sa relation avec Philippe Gillet. Donc elle voulait se séparer de lui. Et Fabrice Guillaume, papa d'Anaïs. je pense que c'est ça qui a fait qu'il s'est mis, il était fou de rage, quoi. Donc, Philippe Gillet aurait-il d'abord supprimé sa femme, puis sa maîtresse, parce qu'elle aussi voulait le quitter? Une théorie balayée par son avocat. Les relations avec les femmes ont changé depuis le décès de son épouse. C'est quelqu'un qui a été bouleversé par cela et qui n'entendait plus reconstruire une quelconque liaison durable, puisqu'il avait d'autres relations avec d'autres femmes. Donc Philippe Gillet aurait parfaitement supporté une séparation. Non, il n'est pas violent, il a un fort tempérament. Il ne faut pas pousser les limites trop loin. Mais non, mon père, c'est pas quelqu'un de violent. Non. Je pense qu'en ajoutant de la souffrance à la souffrance, ça n'apporte pas la solution. Et ce qu'on doit aux parents d'Anaïs Guillaume, c'est la vérité. C'est pas leur présenter un coupable. Une double accusation d'homicide, mais un suspect qui clame inlassablement son innocence. Alors Céline Gillet et Anaïs Guillaume ont-elles vraiment été supprimées? Sans aveu, ni preuve irréfutable, ce sera la question centrale du procès de Philippe Gillet. L'agriculteur des Ardennes sera seul dans le box des accusés. On verra au débat, on verra les éléments à charge et à décharge. L'avocat que je suis et qui défend Philippe Gillet vous dit que cet homme est innocent à la fois de l'assassinat d'Anaïs Guillaume, mais aussi du meurtre de son épouse. Dans cette affaire, il y a deux possibilités. Soit la mort d'Anaïs est survenue involontairement suite à une dispute qui a dégénéré, un mauvais coup, ou c'est plus machiavélique. L'achat de Chaux 2 jours avant était bien constitutif d'un assassinat. Et que donc, Philippe Gillet a même été jusqu'à entraîner Anaïs ce soir-là dans sa ferme, tout simplement parce qu'il avait l'intention de la tuer. Donc c'est pas rien. Il en a conscience. Pour quelqu'un qui crie son innocence, savoir qu'il risque la perpétuité, c'est insupportable. Le 4 avril 2019, après 8 jours d'audience, la cour d'assises des Ardennes rend son verdict. Philippe Gillet est acquitté pour les coups mortels portés à sa femme, mais il est condamné à 22 ans de prison pour le meurtre d'Anaïs. La préméditation n'a pas été retenue. Une victoire au goût amer pour les proches d'Anaïs, qui espéraient enfin savoir où se trouve le corps de la jeune fille.
Voilà, oui, c'est bien, mais c'est pas pour autant qu'elle reviendra. Émilie Turat, meilleure amie d'Anaïs. Donc, je veux pas qu'on l'oublie et je veux qu'on garde d'elle une image. C'était une personne merveilleuse, voilà. Ce qui s'est passé, je veux même pas le savoir. Je veux juste qu'ils me rendent ma fille. Juste qu'ils nous disent où elle est. On n'a pas le droit de prendre un enfant à qui que ce soit. Philippe Gillet annonce de son côté qu'il fait appel de cette décision. La famille va devoir faire face à un nouveau procès. Mais en septembre 2019, coup de théâtre. Les avocats des deux parties, ainsi que des journalistes régionaux, reçoivent une étrange lettre anonyme. Dans ce courrier, le Corbeau lance plusieurs affirmations qui pourraient changer le cours de l'affaire. La lettre, elle est assez courte. Elle dit ceci. Caroline Lange, journaliste à l'Union Lardonnais. Les coupables de la disparition d'Anaïs sont toujours en liberté. Anaïs était en vie jusqu'en avril 2016. Elle a été retenue contre sa volonté en Belgique. Elle était donc toujours vivante 3 ans après sa disparition, alors que Philippe Gillet était déjà en prison. Par ailleurs, le mystérieux expéditeur affirme que le corps d'Anaïs est enterré sous un tas de fumier, tout près de chez Philippe Gillet. Tas de fumier qui avait pourtant déjà été fouillé en 2015 par les gendarmes, sans succès. En octobre 2019, Victoria, la fille de l'agriculteur, décide de creuser toute seule à l'endroit décrit dans la missive. Et là, surprise, elle tombe sur des ossements. Immédiatement, elle contacte les gendarmes et leurs conclusions sont sans appel. L'ADN du squelette retrouvé est bien celui d'Anaïs. Alors, ont-ils raté le corps en 2015 ou bien a-t-il été placé après leur fouille ? Anaïs Guillaume était-elle bien vivante en 2016, comme l'affirme la lettre anonyme ? Et qui est ce mystérieux corbeau qui semble détenir une part de la vérité ? Après enquête, il s'avère que c'est Victoria Gillet elle-même qui, sur ordre de son père, a écrit la lettre anonyme. En garde à vue, elle dira que depuis sa prison, il lui a dit où creuser pour retrouver le corps d'Anaïs. Des aveux terrifiants qui vont considérablement affaiblir la défense du suspect numéro 1 lors de son procès en appel. Le 22 avril 2021, devant la cour d'appel de Reims, Philippe Gillet est condamné à 30 ans de réclusion pour assassinat, assorti d'une peine de sûreté des 2/3. Cette fois-ci, la préméditation est retenue. En revanche, il est de nouveau acquitté pour la mort de sa femme. Pour la famille d'Anaïs Guillaume, après 8 années d'un long et douloureux combat pour la vérité, c'est enfin le soulagement. Vous venez d'écouter Chronique criminelle. Si l'épisode vous a plu, n'hésitez pas à mettre des étoiles, à commenter ou à vous abonner sur votre plateforme d'écoute préférée. Et retrouvez dès la semaine prochaine un nouvel épisode de Chronique criminelle. Crimes passionnels, disparitions inquiétantes ou machinations diaboliques, percer les secrets des faits divers les plus marquants et plonger au cœur des affaires les plus étonnantes de l'histoire judiciaire. La découverte de la vérité ne tient parfois qu'à un fil. Bienvenue dans Chronique criminelle. Dans cet épisode, l'affaire Nancy Krings. Le 11 mars 2015, Bruno Lieber meurt brutalement dans les bras de son épouse Nancy. Tout laisse à penser qu'il s'agit d'une crise cardiaque. Mais Anne-Marie, la sœur du mari décédé, a un doute. Pourquoi son frère est-il mort aussi brutalement ? Et quel est ce mal étrange qui le rongeait depuis des semaines ? Mais surtout, que dire du comportement de sa veuve qui, dès l'enterrement, semble bien décidée à profiter de sa nouvelle vie ? La réponse dans ce podcast inédit de Chronique criminelle. Dans la nuit du 11 au 12 mars 2015, en plein cœur des Ardennes belges. Les secours pénètrent dans une maison de ce village endormi. À l'intérieur, un homme convulse et semble faire une crise cardiaque.
À ses côtés, une femme est en panique. L'urgentiste fait tout ce qu'il peut pour le sauver, en vain. Il ne comprend pas ce qu'il s'est passé car la position du corps l'intrigue et laisse planer le doute sur les circonstances du décès. S'agit-il vraiment d'une mort naturelle ? C'est le début d'une affaire hors norme qui va bouleverser toute la région pendant de longs mois. Tout commence en 2015 à Trois-Ponts, au sud de la province de Liège, en Belgique. Une commune de 2500 habitants, située en plein cœur des Ardennes belges. C'est un village assez rural. Donc les gens aiment beaucoup la quiétude là-bas. Renaud Molders-Pierre, avocat de la partie civile. Les gens se connaissent tous entre eux. Ce n'est pas du tout l'agitation d'une grande ville. Christine Wilvert, ancienne procureure du roi de Verviers. Loin s'en faut. C'est ici, dans cette maison typique de Wallonie, que Nancy Krings, 42 ans, et Bruno Lieber, 54 ans, mènent une vie paisible. Ils sont tous les deux de la région et se sont connus il y a 12 ans maintenant. Nancy Krings et Bruno Lieber se sont rencontrés par l'entremise d'amis communs. Et très vite, c'est le coup de foudre. Nancy Krings et Bruno Lieber forment un couple, tout ce qu'il y a de plus normal. Stéphane Boucher, journaliste spécialiste des faits divers. Lui est pompier volontaire dans une caserne qui est pas très loin de Trois-Ponts. Et elle s'occupe des enfants et c'est une famille absolument sans histoire. Lorsqu'ils se rencontrent, Bruno a déjà 2 enfants de ses mariages précédents. Nancy, elle, vient de divorcer. Ils se marient et très vite, la famille s'agrandit. Nancy Krings, elle a déjà 2 enfants d'un premier mariage. Mathieu Simoni, ancien avocat de la défense. Elle va faire 3 enfants avec Bruno Lieber. Ils vivent avec leurs enfants en parfaite harmonie. Victoria Marche, journaliste à la Meuse-Verviers. Une jolie vie tranquille. Une vie harmonieuse et pleine d'avenir pour cette famille recomposée. Mais au printemps 2015, un événement vient tout bouleverser. Le 11 mars 2015, comme tous les soirs, la famille termine de dîner. Depuis quelques mois, Bruno souffre de rhumatisme très douloureux. Il a du mal à monter les escaliers. Alors c'est Nancy qui désormais couche les enfants à l'étage. L'épouse conduit les 3 enfants au lit, redescend. Monsieur occupe le canapé 3 places, madame un fauteuil 2 places, donc tout le monde est paisiblement installé. Ils passent la soirée ensemble, tranquillement. Les nuits ne sont plus ordinaires depuis quelques mois, puisque Bruno Lieber est particulièrement malade. Il a du mal à se mouvoir et il ne peut pas vraiment monter jusqu'au premier étage où se trouve la chambre du couple. Et donc il a l'habitude de dormir dans le salon, dans ce grand canapé. Pour ne pas le laisser seul, Nancy reste auprès de lui. Et chaque soir, ils s'endorment main dans la main. Mais cette nuit-là, un drame terrible se produit. Soudain, leur réveil se transforme en véritable cauchemar. Aux alentours de 23h30, Yves Winans, avocat de la défense. Nancy, il est réveillé par Bruno. Il est en train de souffrir épouvantablement. Il a des convulsions, il vomit. Il explique de manière assez paniquée qu'il va mourir. Nancy se met à genoux près de lui et tente de le rassurer. Elle le sait, Bruno fait souvent des crises d'angoisse. Mais cette fois-ci, elle sent que c'est beaucoup plus grave. Prise de panique, elle essaie de le réconforter, de le maintenir éveillé. Nancy Krings est dans tous ses états, donc elle appelle premièrement les secours. Les ambulanciers arrivent sur place et ils essayent de le réanimer.
La femme de Bruno est terrassée par la peur. Elle ne sait pas quoi faire. Alors, elle décide d'alerter aussi la famille. Il s'avère que le fils de Bruno, issu d'une précédente union, habite la maison mitoyenne. Et donc, prise de panique, elle appelle le jeune homme, en fait, qui se précipite dans la maison. Malgré le soutien de ses proches, Nancy est tétanisée. Les secours s'affairent sur Bruno, mais le massage cardiaque ne suffit pas. L'homme de 54 ans rend son dernier souffle. Nancy et les proches de Bruno sont sous le choc. Tout s'est déroulé si vite. Et les urgentistes aussi sont pris de court. Ils s'étonnent de cette mort si foudroyante. Alors ils veulent comprendre ce qui a bien pu se passer. Sur place, le médecin des urgences examine une nouvelle fois Bruno, car il se demande encore pourquoi il n'a pas pu le réanimer. Il constate qu'il y a quelque chose qui ne va pas. C'est que le corps présente, alors que la mort est tout à fait récente, une rigidité cadavérique qui est déjà fort prononcée. Et donc, cet état de crispation est assez peu compatible avec les symptômes habituels d'une crise cardiaque. Nancy va parler avec lui et lui expliquer qu'il prenait une série de médicaments. Elle explique qu'il souffre de polyarthrite, qu'il a des crises régulières, que pendant ces crises, il a des convulsions, qu'il se raidit. Malgré les informations données par Nancy, l'urgentiste s'interroge. Il n'a jamais vu une crise pareille. Dans le doute, il ne veut pas délivrer de certificat de décès sans un nouvel examen. Alors, il appelle un collègue médecin légiste. Une fois sur place, ce dernier examine rapidement Bruno et son verdict tombe. Compte tenu des explications fournies par Nancy Krings en ce qui concerne les convulsions, l'état de maladie antérieure de son mari, les médicaments qu'il prend, il va lui sembler que la mort pourrait être considérée comme naturelle. Le premier médecin n'en démord pas. La mort est suspecte. Mais l'expert médico-légal n'est pas de cet avis. Contrairement à ce qu'avait pensé ou conclu le médecin de garde, il va dire que les déclarations de Mme Krings sont valides. Et donc, après réflexion, le médecin n'y voit pas d'objection et il signe un acte de décès. Et il autorise également l'inhumation du corps de Bruno. Nancy doit maintenant annoncer la terrible nouvelle à sa belle famille et à ses enfants. Pourtant, l'affaire ne fait que commencer, car cette mort d'apparence ordinaire bouleversera bientôt la Belgique tout entière. À ce moment-là, une personne est persuadée que cette mort n'est pas naturelle, et elle est prête à tout pour le démontrer. Elle s'appelle Anne-Marie, elle a 66 ans, et surtout, c'est la sœur de Bruno qu'elle aimait par-dessus tout. C'est tout qui s'écroule d'un seul coup, elle est totalement dévastée. Stéphane Boucher, journaliste spécialiste des faits divers. Par tout ça, donc c'est comme si elle perdait un peu de sa chair quelque part. J'avais 10 ans quand Bruno est venu au monde. Déjà à ce moment-là, j'ai versé mes premières larmes pour lui. Anne-Marie Lieber, sœur de Bruno. C'est presque à la limite mon premier enfant. Elle aimait profondément son frère. Renaud Molders-Pierre, avocat de la partie civile. Elle l'aimait en réalité comme un fils, puisque c'est elle qui l'a élevé. La nuit qui suit le drame, elle fait un cauchemar qui ne la quittera plus. Et j'ai vraiment entendu mon frère qui disait « on m'a fait mourir ». Et ça m'a assez perturbée, parce qu'à plusieurs reprises, je l'ai entendu. Anne-Marie n'a aucune preuve, juste une intuition qui ne repose sur rien.
Alors cette paisible retraitée va se transformer en redoutable investigatrice. Elle promet à son frère de découvrir qui l'a tué et surtout pourquoi. À partir de là, Anne-Marie se lance dans une enquête seule contre tous car personne ne voudra la croire. J'avais le caractère assez dur, assez fort. Je donnerais ma chemise, mais ne touchez pas ma famille. La disparition de son frère est donc un tremblement de terre pour Anne-Marie. Et, comme pour les urgentistes, il y a quelque chose qui la chiffonne dans la mort de Bruno. Interrogation légitime ou pur fantasme, une chose est sûre, ses doutes semblent se confirmer à l'enterrement de son frère. Ce samedi 14 mars 2015, la ville tout entière se déplace pour rendre un dernier hommage aux pompiers de 54 ans. Nancy reste très digne malgré la tragédie qui les accable, ses 3 enfants et elle. Ils vont devoir grandir sans leur père. Pour elle, c'est quand même une épreuve terrible de perdre à la fois son mari, qui était son 2e compagnon, et de perdre également le père de ses 3 enfants. On peut imaginer que tout son petit monde s'effondre à ce moment-là. Nancy tente de faire bonne figure et ne verse pas de larmes. Cependant, tout le monde la remarque, car étrangement, elle s'est vêtue de rouge. Anne-Marie est la première surprise. Elle découvre que Nancy a changé un petit peu de look, c'est un nouveau look pour une nouvelle vie. Pour Anne-Marie, sa belle-sœur semble vouloir tourner un peu vite la page. Et pour preuve, elle commence déjà à vendre les biens de son mari le jour même des obsèques. Elle va entendre Madame Krings vendre le véhicule, ou quasiment vendre le véhicule, en allant à l'enterrement par téléphone. Elle explique qu'elle était préparée à ce moment terrible, à cette disparition. Anne-Marie, elle, est effondrée. Et l'attitude excentrique et exubérante de Nancy durant les obsèques la laisse perplexe. Devant la tombe de son frère, elle fait une promesse, découvrir coûte que coûte ce qui a bien pu causer la mort de Bruno. Ici, je savais, j'étais sûre, au fond de moi-même, qu'il y avait quelque chose et qu'il fallait absolument qu'on arrive à savoir quoi. Mais elle est loin d'imaginer le scénario machiavélique dont il a été victime. Dès le lendemain, Anne-Marie commence à mener sa propre enquête. Et une première chose lui paraît très étrange, la dégradation de la santé de son frère. Même si Nancy avait avancé une raison médicale tout à fait plausible. Nancy avait annoncé de manière assez solennelle à tout le monde, à la famille, qu'il était atteint d'un cancer sans doute incurable. Et après, il y a eu ces problèmes cardiaques. L'état de santé de Bruno Libert s'est fortement dégradé. La maladie avait eu tendance à isoler Bruno. Faible et fatigué, il voyait de moins en moins de monde, et en particulier sa sœur, Anne-Marie. Mais ce n'est pas tout. Anne-Marie se rappelle aussi que la maladie avait peu à peu séparé le couple. Bruno, dans son couple avec Nancy, oui, comme dans tous les ménages, il y a eu des hauts, des bas, et il y a eu certainement des prises de bec. Bruno et Nancy... Victoria Marche, journaliste à la Meuse-Verviers. N'ont pas toujours filé le parfait amour. Bruno était devenu très dépressif et Nancy ne supportait plus cette situation. D'autant que son mari refusait de se soigner. Il ne voulait pas savoir, lui, aller à l'hôpital, des médecins, il ne voulait rien savoir. Une frousse bleue, des piqûres, mon frère. Et en fait, il ne voulait pas se soigner, donc il se laissait quelque peu dépérir. Leur relation se dégrade. Nancy raconte à son entourage que Bruno est violent, qu'il se met même à la frapper. Alors en 2012, 3 ans avant la mort du pompier, Nancy quitte le foyer avec les enfants. Bruno se retrouve seul. Mais c'est-à-dire que quand Nancy est partie, il était tout à fait triste, il était tout décomposé.
Je n'aurais jamais laissé mon frère comme ça, livré à lui-même, tout seul. Pourtant, au bout d'un mois, Nancy revient comme si de rien n'était. De son côté, Anne-Marie devient de plus en plus suspicieuse. Alors, elle repense sans arrêt à tous ces détails qui auraient dû lui mettre la puce à l'oreille. Une veuve joyeuse, vêtue de rouge, qui vend les biens de son mari. Bruno, dont la santé se dégrade brutalement avant de mourir. Nancy, qui abandonne son époux durant les moments difficiles. Des impressions, des doutes, mais qu'Anne-Marie garde pour elle dans un premier temps. L'histoire pourrait s'arrêter là. Mais elle ne peut s'y résoudre, surtout lorsqu'elle découvre cette machination bien huilée à laquelle personne ne voudra croire, sauf elle. Nous sommes une semaine après l'enterrement de Bruno. Anne-Marie poursuit ses investigations lorsqu'elle apprend une information qui la met hors d'elle. Nancy serait déjà passée du statut de veuve éplorée à celui de maîtresse d'un homme marié. Très vite après le décès de M. Libert, on va rencontrer un homme. Mathieu Simoni, ancien avocat de la défense. Et ils vont entretenir une relation sentimentale alors que l'homme est marié, qu'il a déjà une compagne. S'amouracher de quelqu'un. Christine Wilvert, ancienne procureure du roi de Verviers. Ça fait quand même un peu désordre. Elle dira partout qu'elle est tombée amoureuse de ce monsieur aux funérailles de son mari. Le jour même des obsèques, Anne-Marie n'en croit pas ses oreilles, d'autant que cet amoureux n'est autre qu'un ami de Bruno, une vieille connaissance. Elle le connaissait avant le décès de Bruno. Yves Winant, avocat de la défense. Ce n'est pas un inconnu, ce n'est pas quelqu'un qu'elle a rencontré après. À peine même pas quelques jours. Anne-Marie Lieber, sœur de Bruno. Après l'enterrement de mon frère, elle était déjà au lit avec un autre mec, quoi. Elle refait sa vie tellement vite que tout le monde se dit que c'est pas possible. Elle devait être avec cet homme avant le décès de Bruno. Nancy Krings n'est pas discrète. Elle a un caractère un peu explosif, extravagant. En fait, le problème, c'est qu'elle parle un peu trop. Stéphane Boucher, journaliste spécialiste des faits divers. Elle en fait tellement, Nancy, qu'au bout d'un moment, les gens ne peuvent plus la croire. Il y a vraiment une gêne ou quelque chose, un malaise qui se crée. Un terrible doute assaille Anne-Marie. Nancy aurait-elle osé tromper son mari alors qu'il était gravement malade ? Et n'aurait-elle pas pu vouloir se débarrasser de Bruno pour refaire sa vie avec son nouvel amant ? Là, j'étais quasiment sûre et certaine. La seule chose, c'est qu'il manquait la petite pièce du puzzle qui pouvait nous permettre de faire éclater cette fameuse vérité. Mais comment le prouver ? Si elle se rend à la police, on va la prendre pour une illuminée, car elle n'a pas le moindre début de preuve. La sœur de Bruno est dans une impasse, jusqu'au moment où une rencontre fait tout basculer. Celle par qui le scandale arrive s'appelle Christelle. La trentaine, c'est une bonne vivante qui aime faire la fête. Elle fait la connaissance de Nancy juste après le décès de Bruno. Parmi ces nouveaux amis qui gravitent autour de la flamboyante Nancy Krings, il y a une certaine Christelle. C'est pas quelqu'un qu'elle connaît depuis longtemps, c'est quelqu'un qui ne connaissait pas Libert, qui va obtenir des confidences. Toujours à la recherche d'éléments pouvant prouver ses intuitions, Anne-Marie décide de contacter cette Christelle. Si elle est devenue si copine avec Nancy, peut-être qu'elle en saura plus sur la veuve et son amant. Ce qu'elle ne sait pas encore, c'est que cette rencontre va faire basculer son enquête, car la fameuse Christelle s'apprête à soulager sa conscience. Et voici ce que Christelle révèle à Anne-Marie. Nancy
la jeune veuve, trouve auprès de son ami une oreille attentive et chaleureuse. Et 2 mois après le décès de Bruno, elle se laisse aller à quelques confidences. Nancy aura des mots qui interpelleront ceux qui les entendent au sujet de Bruno. Christelle a expliqué qu'elle avait des problèmes avec son copain et tout ça. Et Nancy lui a dit, si tu veux t'en débarrasser, t'as qu'à me le dire. J'ai trouvé une bonne recette et c'est aider cela. Et c'est un peu comme ça que tout le monde va se demander si elle ne serait pas un peu pour quelque chose dans son décès. Un soir, après un dîner bien arrosé, Nancy fait une révélation fracassante. Nancy se vantait énormément. Elle se vantait de manière quasi ostentatoire d'avoir éliminé son mari. Ça faisait une gloire devant les gens. Anne-Marie ne revient pas. Nancy aurait donc avoué avoir tué Bruno. Soupçonneuse, elle s'interroge toutefois avant de se réjouir. Nancy était-elle sérieuse? Christelle a-t-elle bien compris? La veuve n'aurait-elle pas dit ça pour se faire remarquer? En même temps, Nancy fait du Nancy, elle en fait tellement. Ou elle surjoue, ou elle exagère, ou elle en fait des tonnes. On la prend quelque part aussi pour une mythomane. De son côté, Anne-Marie ne sait plus quoi penser. Et si Nancy avait vraiment joué un rôle dans la mort soudaine de Bruno Libert? Serait-il possible que la veuve ait quelque chose à se reprocher? Et j'étais de plus en plus sûre qu'il y avait quelque chose qui n'était pas normal. Donc Anne-Marie, chez qui la suspicion a commencé à naître, essaye de mettre quelque chose sur pied et va contacter la police. Anne-Marie demande qu'on ouvre une enquête sur la mort de son frère qui lui paraît suspecte. Mais au commissariat, personne ne croit Anne-Marie. Et pour cause, elle n'a aucune preuve de ce qu'elle avance. Uniquement le témoignage de Christelle sur des propos ambigus et arrosés de Nancy. Les policiers lui diront qu'on n'ouvre pas une enquête sur base de rumeurs et qu'il n'y a pas d'éléments assez solides que pour s'interroger vraiment et enquêter là-dessus. Dans ma tête, je me suis dit directement, toi mon gars, je vais te prouver que j'ai raison. C'était la première réaction que j'ai eue. Anne-Marie ne baisse pas les bras, car elle est maintenant persuadée de 2 choses. D'abord, que Nancy a trompé Bruno avant son décès. Et surtout, que cet adultère ne serait pas étranger à la mort de son frère. Alors elle persévère dans ses démarches et elle fait jouer ses relations. Il s'avère que dans ses connaissances à Anne-Marie, il y a un commissaire de police qui appartient à la police judiciaire fédérale belge. Il sait que ce n'est pas une hurluberlue, tout en lui disant, écoutez, malheureusement... Renaud Molderspierre, avocat de la partie civile. Sans éléments matériels, un tant soit peu concret, je ne peux évidemment rien faire et certainement pas débuter une enquête. Face à l'accueil mitigé de la police, l'entourage d'Anne-Marie est partagé. Certains pensent que sa rancœur contre Nancy l'aveugle, d'autres estiment que cette affaire n'a pas révélé tous ses secrets. Alors Anne-Marie fonce et elle monte une opération aux frontières de la légalité. Elle décide de tendre un piège à sa belle-sœur. À partir de là, à la fois Anne-Marie, les amis décident de prendre cette histoire à bras-le-corps. Mais comment recueillir de telles confidences? Et surtout, comment l'amener à se trahir? Ils vont mettre en place un piège, en fait, pour que Nancy Krings se dévoile. En essayant d'obtenir un enregistrement audio de ses aveux. Dans un premier temps, elle missionne Christelle. La jeune femme devra se rendre chez Nancy et discuter avec elle comme 2 amis le feraient. L'objectif, lui faire répéter ses confidences morbides et les enregistrer discrètement sur son téléphone. Mais tout ne va pas se passer comme prévu.
La peur au ventre, Christelle prend son courage à deux mains et se présente chez Nancy. La veuve est loin d'imaginer ce qui se trame contre elle. Et donc là, Nancy est loin de se douter qu'elle est enregistrée. Stéphane Boucher, journaliste spécialiste des faits divers. Donc les deux copines se rencontrent. L'ami en question va avoir de grosses difficultés à faire à nouveau avouer Nancy Krings. Car Christelle s'y prend mal. Elle n'arrive pas à faire dévier la conversation sur la mort de Bruno. Ce premier rendez-vous est un échec. Mais la complice d'Anne-Marie n'a pas dit son dernier mot. Dès le lendemain, elle retourne chez Nancy. Et cette fois, la veuve accepte d'aborder le sujet, tandis que le téléphone enregistre tout. Et voici ce qu'Anne-Marie peut entendre. Tout d'abord, c'est Christelle qui parle. Elle prend des pincettes pour évoquer le décès de Bruno. Ça, je me le demandais, mais je ne vous ai pas te le demander, tu vois. Je rigole, mais c'est nerveux. Et voici le moment clé. La veuve explique à Christelle qu'elle serait allée consulter une voyante. Au cours de la séance, elle lui aurait dit avoir joué un rôle dans la mort de son mari. Et d'après Nancy, voici ce que la voyante lui aurait répondu. Je ne t'en veux pas, tu ne dois pas t'en vouloir. Et comment est-ce qu'elle m'a dit? Je ne t'en veux pas et tu ne dois pas t'en vouloir. Ce que tu as fait, parce qu'elle ne te dit pas, je ne le cache pas. Ce que tu as fait, tu n'as fait qu'allonger ses souffrances. Nancy Krings, veuve de Bruno. Donc elle dit, de toute façon, tu n'as fait jamais qu'abréger quelque chose qui allait arriver. Nancy n'en dira pas plus à Christelle. La veuve n'avoue pas clairement le meurtre de son mari, mais elle affirme quand même avoir abrégé ses souffrances. Pour Anne-Marie, c'est la preuve qui lui manquait. J'ai été soulagée, quelque part. Anne-Marie Lieber, sœur de Bruno. Que, enfin, mon frère n'était pas mort de mort naturelle, comme on a voulu le dire, et que c'était bel et bien elle qui l'avait tué. On entend Nancy dire clairement qu'elle a aidé son mari à partir, à mourir. La question de cette confession, elle est essentielle. C'est le virage de l'affaire. Anne-Marie est maintenant sûre de détenir un élément décisif contre Nancy. Elle se précipite chez les policiers avec l'enregistrement. Et cette fois-ci, l'affaire prend une dimension criminelle. À la PJ, c'est la stupeur. Un possible meurtre dans le village tranquille des Trois Ponts, c'est du jamais vu. Alors, avant d'accuser Nancy, ils veulent étayer les soupçons d'Anne-Marie. Ce n'est pas une preuve déterminante. Christine Wilvert, ancienne procureure du roi de Verviers. C'est un élément de preuve parmi d'autres. C'est pas suffisant, d'abord parce que c'est un enregistrement qui s'est fait à son insu. Yves Winant, avocat de la défense. Il faut absolument corroborer par des éléments complémentaires. Pour commencer, il s'intéresse aux circonstances de la mort de Bruno. Et là, surprise, il découvre le certificat de mort naturelle délivré par un médecin légiste. Officiellement, Bruno n'a pas été assassiné. Seulement voilà, le commissaire qui se charge de l'enquête est l'une des connaissances d'Anne-Marie. Et elle arrive à lui faire partager ses doutes. Il épluche le dossier. Tout semble carré, à une exception près. Le médecin légiste a mentionné un prélèvement sanguin effectué après le décès de Bruno. Mais cet échantillon n'a jamais été analysé puisque sa mort a été considérée comme naturelle. Et immédiatement, à la crime, Mathieu Simoni, ancien avocat de la défense. on se pose la question de savoir qu'est devenue cette fiole de sang. Et on trouve... En fait, les prélèvements avaient été conservés, heureusement.
Les enquêteurs récupèrent ce prélèvement sanguin, l'envoient au laboratoire. En attendant les résultats, et même s'il n'y a pas grand-chose dans le dossier, le commissaire décide de convoquer Nancy. Nancy Krings, quand elle arrive, elle vient les mains dans les poches. Nancy reste relativement impassible. Elle est tout à fait sereine. La veuve de 44 ans ne comprend pas la raison de sa présence au commissariat et se demande bien ce que veulent ces enquêteurs. Alors le policier décide de jouer carte sur table. Elle est suspectée d'avoir tué Bruno. Nancy nie en bloc. Au départ, elle dit « Je ne suis absolument pas responsable de la mort de mon mari ». Elle reste vraiment sur une position extrêmement défensive, très neutre. Et donc à partir de là, les enquêteurs avancent un peu masqués. On ne va pas sortir toutes les cartes tout de suite. Comme l'attaque est la meilleure défense, Nancy affirme que dans le village, on ne lui a pas pardonné d'avoir refait sa vie aussi rapidement. L'un des habitants lui en veut sûrement et fait courir des rumeurs. Et elle maintient que son mari a bien fait une crise cardiaque, confirmée par le médecin légiste. Les policiers sont perplexes. Alors ils décident d'abattre leur carte maîtresse. C'est-à-dire qu'ils viennent avec d'abord cet enregistrement. Renaud Molders-Pierre, avocat de la partie civile. Qu'on lui oppose. Mais qu'elle dit de toute façon tu n'as fait jamais qu'abréger quelque chose qui allait arriver. Tu ne t'en veux pas et tu ne dois pas t'en vouloir. Ce que tu as fait, tu n'as fait qu'abréger ses souffrances. Nancy est abasourdie. Et pourtant, elle ne flanche pas. Certes, elle reconnaît sa voix, mais elle affirme que cette phrase est sortie de son contexte. Elle ne faisait, dit-elle, que répéter les phrases d'une voyante, des phrases qui ne correspondent à aucune réalité. Elle dit que non, elle n'a rien à voir là-dedans, qu'elle a accompagné son mari. Victoria Marche, journaliste à la Meuse-Verviers. Qu'elle a toujours été là et qu'elle ne l'a absolument pas tué. Elle essaie de décrédibiliser l'ami qui l'a enregistré à son insu. Stéphane Boucher, journaliste spécialiste des faits divers. De dire qu'elle est folle, que tout ça était des paroles en l'air. Nancy crie au harcèlement et à la dénonciation calomnieuse. Elle est furieuse contre Christelle qui a voulu la piéger et lui faire avouer des actes qu'elle n'aurait jamais commis. Dans l'enregistrement en question, manifestement la personne qui enregistre lui fait suggérer des choses. Les enquêteurs sont dans l'impasse, car ils sont bien obligés de reconnaître que l'enregistrement est ambigu et surtout, Nancy n'en démord pas. Elle n'a rien à voir avec la mort de Bruno. La garde à vue se poursuit, mais la PJ est à court de munitions. C'est alors qu'un rebondissement totalement inattendu va faire basculer le dossier. Le laboratoire du Centre hospitalier universitaire de Liège fait une découverte surprenante. La directrice du service toxicologique, Corinne Charlier, a été chargée d'analyser la fiole du sang de Bruno prélevée après sa mort. Et là, surprise. On découvre dans le sang de la victime, de Bruno Libert, des traces importantes de strychnine. La strychnine, c'est un poison assez puissant dont on se sert parfois, notamment pour euthanasier les animaux. On a fait un dosage de cette strychnine. Corinne Charlier, expert judiciaire. Elle justifiait le décès. Pour l'experte, pas de doute. Bruno a été empoisonné à la strychnine, un produit difficile à trouver car interdit à la vente. En clair, on a voulu le tuer. Reste à savoir qui. Face à ce qui s'apparente maintenant à un homicide, les policiers exhument le corps de Bruno afin de l'autopsier. Et les résultats sont sans appel.
Nous avons aussi analysé des cheveux qui ont été prélevés lors de l'exhumation. Il y avait de la strychnine dans tous les tronçons des cheveux analysés et qu'on pourrait imaginer qu'il y a eu administration de petites doses régulièrement de strychnine avant l'administration de la dose qui a entraîné le décès. A priori, Bruno était empoisonné depuis des mois à la strychnine. Et ça n'est pas tout. En fait, il n'aurait jamais eu de cancer. Il s'agirait plutôt d'une mise à mort pensée et programmée. Le cancer qui avait été évoqué pour expliquer la dégradation de l'état physique de monsieur Bruno Libert, en réalité, n'existe pas. Et a été purement et simplement inventé et exagéré par Nancy Krings pour expliquer déjà à l'avance ce qui allait se passer par la suite. Ah, ça, c'est une révélation. Personne n'y croyait. Si c'était une chose qui était bien admise par tout le monde, c'est qu'il en avait un, puisque Nancy le disait depuis des mois. Donc personne n'arrive à croire qu'un mensonge aussi gros ait pu passer pendant autant de temps. Les proches de Bruno considéraient que les derniers mois étaient véritablement pénibles pour lui, que c'était véritablement un homme qui souffrait. Christine Wilvert, ancienne procureure du roi de Verviers. Il ne pouvait plus vivre comme il avait vécu auparavant, alors que c'était un homme, comme beaucoup d'Ardennais, un peu solide, difficile à abattre. Pour Anne-Marie, ces résultats sont insoutenables. Du fond de mon cœur, je lui souhaite, mais je souhaite qu'elle souffre autant qu'elle a fait souffrir mon frère. Anne-Marie Lieber, sœur de Bruno. Parce qu'il a eu une mort atroce. Là, j'ai la haine. Vraiment la haine. Aussitôt, ces résultats sont transférés aux enquêteurs. Et ces derniers s'empressent de les présenter à Nancy pour voir sa réaction. Les policiers lui soumettent les analyses faites par le médecin légiste. Et puis, elle va en réalité rapidement se décomposer. Nancy paraît beaucoup moins sûre d'elle. Mais elle continue de nier. Elle ne comprend pas qui pourrait en vouloir à son mari au point de l'empoisonner. Et les policiers manquent de preuves. Ils ont bien l'enregistrement, mais l'élément est fragile. Ils savent que Bruno a été empoisonné à la strychnine, mais Nancy clame toujours son innocence. Reste Anne-Marie, forte de son intuition et de son enquête personnelle. Mais face à un jury d'assises, cela ne suffira pas. Alors pour tenter de faire avancer l'enquête, il décide de perquisitionner la maison de Nancy. C'est là qu'un nouveau suspect surgit dans le dossier. Quand ils arrivent sur place, les policiers tombent sur Fabienne, la voisine, qui leur ouvre la porte. Les enquêteurs sont un petit peu surpris de la trouver là, et elle se montre elle aussi surprise d'avoir débarqué la police au domicile. Cette voisine, c'est Fabienne Wegemans, 53 ans. Ici, tout le monde l'appelle Tati. Dans un premier temps, les enquêteurs n'y prêtent pas attention. Et pourtant... Fabienne, c'est la voisine qui s'est rapidement liée d'amitié avec Nancy. Yves Winants, avocat de la défense. Qui rapidement est devenue même un peu plus qu'une amie, parce que finalement c'était un peu la nounou et un peu la bonne à tout faire. Elle vit dans une maison qui appartient également à Bruno Libert, juste à côté de la maison familiale. C'est quelqu'un qui petit à petit est devenu vraiment une personne indispensable à la vie de la famille, toujours là, toujours présente, mais de manière très effacée et très discrète. D'ailleurs, les policiers ne s'intéressent pas à elle. Ce qu'ils recherchent, c'est le fameux poison, la strychnine. Très vite, ils se focalisent sur la cuisine et sur les bouteilles qui s'y trouvent. Et plus ils les inspectent, plus ils remarquent que la voisine blêmit. Mais tout de suite, elle a une attitude un peu... Renaud Molderspierre, avocat de la partie civile.
surprenante parce qu'elle est mal à l'aise, elle est manifestement pas calme. Son comportement nerveux alerte les policiers. Aurait-elle quelque chose à se reprocher ? La sentant plus fragile que Nancy, ils vont droit au but et lui disent qu'ils recherchent de la strychnine, un poison mortel. Ils vont carrément poser la question à Fabienne en lui disant « Est-ce que vous reconnaissez une des bouteilles en question ? Est-ce que, à votre avis, c'est l'une d'elles qui a contenu le poison ?» Et là, coup de théâtre. La voisine fait une révélation fracassante. Elle va finir par désigner une bouteille de cola qui aurait contenu, dit-elle, la strychnine. Incroyable. Les policiers réalisent que l'ami de Nancy en sait beaucoup plus qu'il n'y paraît. Immédiatement, ils décident de la placer en garde à vue. Et donc, elle va passer à table, comme on dit, assez rapidement. Et elle avait expliqué, benoîtement, Mathieu Simoni, ancien avocat de la défense, aux enquêteurs, qu'elle a elle-même été achetée cette strychnine auprès d'un brocanteur. Les enquêteurs sentent qu'ils sont près du but. Cette voisine, sur laquelle ils sont tombés par hasard, devient à son tour suspecte dans l'affaire du meurtre de Bruno. Mais Fabienne jure qu'elle n'y est pour rien. D'ailleurs, elle raconte que c'est sur ordre de Nancy qu'elle serait allée acheter ce poison. Et voici, selon elle, ce qu'il s'est passé le jour même de la mort de Bruno. Fabienne, Bruno et Nancy se rendent en voiture à Vielsalm. Fabienne se rend, comme si de rien n'était, chez le brocanteur, prend livraison d'une petite boîte d'allumettes dans laquelle se trouve le poison, elle la met dans sa poche. Pendant ce temps-là, Nancy et Bruno patientent dans la voiture. Elle rejoint les deux autres et c'est une fois rentrée que Fabienne donne la boîte contenant le poison à Nancy. Sans plus, elle la lui donne et, dit-elle, Nancy ne lui dit rien de plus. Et elle va quitter la maison et retourner chez elle. Les policiers découvrent le cynisme du scénario. Car sans le savoir, Bruno est présent lors de l'achat du poison qui va le tuer. Et donc Fabienne se montre assez coopérative. Stéphane Boucher, journaliste spécialiste des faits divers. Elle donne même le nom et l'adresse du brocanteur en question. Et donc, je crois qu'elle n'a pas du tout pris la mesure de ce qu'elle était en train de se rendre, si pas co-auteur, complice d'une affaire d'une gravité extrême. Alors, Fabienne serait-elle juste le bras armé de sa voisine Nancy ? Ou avait-elle une raison plus personnelle de tuer Bruno ? Pour le savoir, les enquêteurs se concentrent sur le mobile du crime. Et très vite, Fabienne se retrouve en mauvaise posture. Cela fait maintenant 5 mois que Bruno est mort. Et l'enquête prend une toute nouvelle tournure. Nancy est de nouveau interrogée, mais une fois encore, elle a réponse à tout. Oui, elle voulait de la strychnine, mais c'était, affirme-t-elle, pour euthanasier leur chien qui était agressif. Les policiers veulent vérifier cette version. Ils entendent le brocanteur qui confirme en tout point ce que leur a dit Nancy. Et donc là, il va expliquer que oui, il avait gardé de la strychnine parce que Bruno lui en avait demandé il y a quelques années et finalement, il n'avait pas donné suite. Et donc, il avait conservé ce produit chez lui. Fabienne disait donc vrai. C'est bien Nancy qui voulait de la strychnine. Mais la veuve prétend de son côté que c'est Fabienne et personne d'autre qui a donné le poison à Bruno. Nancy affirme que Fabienne avait en réalité un mobile. Nancy lui avait raconté un jour que son mari la battait, elle voulait donc l'aider et mettre fin à son calvaire. Mais Fabienne, à son tour, clame son innocence. Elle affirme qu'elle n'était pas là le soir du drame. On ne sait toujours pas
de manière certaine qui a factuellement empoisonné Libère. Qui a versé la strychnine dans le verre de Bruno? Nancy, la veuve joyeuse, ou Fabienne, la voisine un peu trop naïve? Ce sera au tribunal de trancher, car elles sont toutes les deux renvoyées devant les juges pour meurtre par empoisonnement. À Trois-Ponts, la nouvelle se répand comme une traînée de poudre, et le choc est immense. Au cœur du village, c'est la stupeur et l'effroi qui priment. Et donc il y a une sorte de frénésie autour de cet événement. Stupeur, parce qu'évidemment, on n'imagine pas que ça puisse se passer à côté de chez soi, dans un village aussi calme que Trois-Ponts. Victoria March, journaliste à la Meuse-Verviers. Et puis l'effroi, parce qu'on n'imagine pas qu'une femme ait pu empoisonner son mari aussi longtemps et mettre fin de cette manière à ses jours. Le 15 décembre 2016, le tribunal de Verviers fait salle comble. L'audience commence. Les magistrats espèrent faire éclater la vérité et déterminer qui a empoisonné Bruno. Nancy Kriegs fait une entrée très remarquée. On voit très vite à l'audience, dans ce procès sous tension, la fameuse empoisonneuse de Trois-Ponts, celle que tout le monde veut voir. On veut voir le monstre. Lors du procès, Nancy a une attitude qui correspond à son comportement habituel, à savoir exubérante. Quant à Fabienne, elle paraît beaucoup plus effacée. Fabienne arrive au procès en ayant peur. Yves Winant, avocat de la défense. Peur d'être face à 3 juges, un procureur, devoir s'expliquer, sa famille est derrière elle, donc elle est très craintive, elle est pas bien. On avait une personne qui avait l'air diminuée, Fabienne, diminuée dans son comportement, diminuée dans son vocabulaire. Les auditions peuvent commencer. Les deux femmes campent sur leur position et se renvoient la balle. Mais une chose est sûre, l'une des deux accusées ment. Nancy prend la parole pour décrire les violences qu'elle subissait de la part de Bruno. Des violences telles qu'elles auraient ému Fabienne au point qu'elle décide d'empoisonner le mari de son ami. Elle parle d'un mobile, effectivement. Christine Wilvert, ancienne procureure du roi de Verviers. Nancy Kriegs va évoquer les violences dont elle était victime et l'enfer conjugal qui était le sien. Elle relate, presque année après année, Mathieu Simoni, ancien avocat de la défense. Tous les coups qu'elle a reçus, la personnalité brutale de l'intéressé. Mais Fabienne prend la parole à son tour et réfute avec force cette histoire de violence conjugale. Fabienne conteste complètement avoir vu Bruno frapper son épouse. Elle n'a pas assisté à des scènes d'une violence absolument terrible comme le décrit Nancy. D'ailleurs, on n'a jamais vu Nancy avec des coups bleus. Anne-Marie Lieber, sœur de Bruno. Que ce soit des amis, des voisins ou n'importe qui, même pas un médecin, il n'y a jamais rien eu. La défense de Nancy est ébranlée. L'enquête démontre en effet qu'elle n'a jamais porté plainte et qu'il n'y a aucune constatation médicale des coups qu'elle aurait reçus. Le procès bascule encore un peu plus en sa défaveur lorsque les experts psychiatres dressent son portrait. Et c'est ce qui est spectaculaire dans ce dossier, c'est que l'on examine ensuite le rapport d'expertise de Nancy. Et là, on nous décrit quelqu'un qui est une personnalité forte, quelqu'un d'extrêmement calculateur, manipulateur et qui peut prendre l'ascendant sur une personne plus faible. Et puis à côté, vous avez Fabienne Wagmans qui est une sorte d'oiseau pour le chat, toute fluette. Renaud Molders-Pierre, avocat de la partie civile. Tout de suite, on se rend compte que, évidemment, vous avez quelqu'un qui est dans la position de la soumise et quelqu'un qui est dans la position du dominant. Le coup de grâce est donné par l'accusation lorsqu'elle dévoile, selon elle, le mobile du crime, l'argent.
Pour preuve, le jour même des obsèques, Nancy négociait la vente de la voiture de Bruno et de tous ses autres biens de valeur. Pourquoi elle a choisi d'en finir avec son mari plutôt que de le quitter, mais le mobile financier semble assez clair. Je pense qu'elle a voulu avant tout avoir de l'argent. Christine Wilvert, ancienne procureure du roi de Verviers. En tirer un bénéfice. Nancy n'a jamais travaillé de sa vie et elle a toujours vécu au crochet de son mari. Ce qu'on peut imaginer, vu son comportement après la disparition de Bruno, Stéphane Boucher, journaliste spécialiste des faits divers. C'est qu'elle voulait se débarrasser de lui pour faire main basse un peu sur ses biens, sur la maison, et vivre un peu à sa guise cette vie de femme libérée. Acculée, Nancy craque. Alors que jusqu'à présent elle avait toujours nié, soudain elle reconnaît avoir empoisonné Bruno. Elle raconte qu'elle est passée à l'acte après une violente dispute avec lui. Le tribunal est sidéré. La vérité a enfin éclaté. Nancy est condamnée à 20 ans de prison pour la mort par empoisonnement de son conjoint. Fabienne, quant à elle, est reconnue complice. Elle écope de 6 ans de prison. Pour Anne-Marie et les proches de Bruno, c'est l'épilogue d'une tragédie qui les a marqués à jamais. Le plus triste au final dans cette histoire, c'est que les enfants de Nancy et de Bruno ont perdu leur père d'une manière complètement atroce et ils ont aussi perdu leur mère. Elle a mystifié absolument tout le monde, cette femme. Et donc, des cas de manipulatrice d'un tel niveau, il n'y en a pas beaucoup dans les annales judiciaires. Heureusement que j'ai eu le caractère de tenir bon, de fouiner et de chercher sur la vérité. Parce que si ça n'avait pas été le cas, à l'heure actuelle, elle serait toujours en liberté, en train de faire la grande vie, quoi. Ça, c'est sûr et certain. Aujourd'hui, Anne-Marie tente de se reconstruire. Et ce, malgré cette tragédie qui a brisé sa famille tout entière. Il n'y a pas un jour où je n'y pense pas. Je ne saurais pas tourner la page, c'est pas possible. Enfin, moi en tout cas, je n'y arrive pas. J'aurai toujours cette rage au fond de moi. Il y a quelque chose qui me moque, il n'y a rien à faire. Vous venez d'écouter Chronique criminelle. Si l'épisode vous a plu, n'hésitez pas à mettre des étoiles, à commenter ou à vous abonner sur votre plateforme d'écoute préférée. Et retrouvez dès la semaine prochaine un nouvel épisode de Chronique criminelle.